Histoire mondiale de la France, ouvrage collectif dirigé par Patrick Boucheron. Aujourd'hui, 1550, les Normands jouent aux Indiens. Écrit par Yann Lignereux, lu par Maria de Medeiros. Le 1er octobre 1550, la joyeuse entrée du roi Henri II dans sa bonne ville de Rouen s'accompagne d'une fête brésilienne qui a frappé les esprits. Les Indiens Tupinambas y jouent leur propre rôle, bons sauvages et partenaires commerciaux. La scène donne à voir un rêve d'alliance entre les peuples. Le temps n'est pas encore venu de l'assignation raciale et des zoos humains. C'est la fête. Ils sont 250, essentiellement des hommes. La plupart sont nus. Plus chastement vêtus sont les autres, une ceinture de feuilles couvrant leur sexe. Ils semblent féroces. Des plumes sont dressées sur la tête de quelques-uns. Ils tiennent de grands arcs, des boucliers ovales et de longs casse-têtes en bois. Certains arborent peut-être des tatouages sur leur peau rouge. Ce sont les Normands. À Rouen, le 1er octobre 1550, devant le nouveau roi de France Henri II, venu visiter après Lyon et Paris, sa bonne ville de Normandie en compagnie de sa cour, des matelots se sont déguisés en sauvages tupinambas de la côte brésilienne. Avec 50 véritables Amérindiens arrivés peut-être des rivages de la côte située entre Pernambuco et San Salvador, sur la côte nord-est du Brésil. Ils se promènent entre des arbres peints en rouge, grimpent sur les palmiers et poursuivent des singes. Ils dansent, transportent des troncs d'arbres, font la cuisine, chassent des oiseaux, s'embrassent ou se reposent dans des hamacs. D'autres se battent contre des sauvages également nus et des huttes ou des cabanes sont enflammées dans l'ardeur du combat. Si la fête brésilienne est un tableau parmi d'autres de la cérémonie de l'entrée royale, partageant l'instruction et le plaisir du monarque avec des chars antiques, des arcs de triomphe, des figures mythologiques, des compositions allégoriques et les autres figures habituelles désormais d'un rituel urbain et royal renouvelé par les apports de la Renaissance italienne, elle imprime cependant à l'événement rouennais son exceptionnelle originalité dans cette compétition festive et politique que se disputent, à distance, les bonnes villes du royaume, tout aussi soucieuses à cette occasion de montrer leur honneur et leur richesse aux souverains, que de recueillir ses bonnes grâces et faveurs. Depuis la chaussée des Emmurés, entre la ville et la Seine, le roi, ses courtisans et les ambassadeurs dépêchés auprès du monarque peuvent contempler la reconstitution de plusieurs villages toupis et la vie qui les anime. Sur une partie de la rive gauche du fleuve, transformée pour l'heure en une forêt brésilienne pleine de perroquets, de singes et de fruits, Henri II et Catherine de Médicis admirent les merveilles et s'étonnent des extravagances d'un monde étrange avec lequel les Normands entretiennent une familiarité grandissante depuis le début du XVIe siècle et grâce auquel prospère le commerce de leur ville, comme le rappelle un comptoir installé sur les rives de ce Brésil normand, un port des Français, à l'embouchure du fleuve San Francisco, est bien indiqué sur une carte portugaise, quand bien même depuis 1494, cette partie du continent sud-américain serait dans l'espace réservé aux intérêts lusitaniens. Les 3 nations de l'entrée, qui furent imprimées entre l'automne 1550 et 1557, permettent de reconstituer l'articulation des différentes séquences qu'une gravure de 1551 présente comme simultanées. Les Tupinambas, après avoir troqué avec les Français anibeaux et bois de braise contre haches et serpes de fer, doivent combattre un groupe d'ennemis. Ayant repoussé l'attaque, les Tupinambas brûlent les villages de leurs assaillants. À cette victoire des alliés des Français succède un autre combat, non moins favorable aux intérêts du royaume d'Henri II, puisqu'une nomachie représente, quelque temps après le succès des Tupinambas, l'attaque d'une caravelle portugaise par un navire français permettant d'identifier par ces antagonismes symétriques les assaillants des Tupinambas comme des Tupiniquins, les alliés des Portugais au Brésil.
La fête américaine de Rouen met en scène donc une alliance que couronne le succès des armes. Elle dit un rapport à l'indigène qui n'est pas celui des Espagnols, des Portugais ou des Anglais. La célèbre formule de Francis Parkman, un grand historien américain du XIXe siècle, la civilisation espagnole a écrasé l'Indien, la civilisation anglaise l'a méprisé et négligé, la civilisation française l'a étreint et chéri, est certainement fausse et injuste. La guerre impitoyable des Français contre les Natchez et les Renards le démontre cruellement. Toutefois, force est de constater que quelque chose de singulier se noue dans ces rapports entre Français et Tupinambas. La reconstitution de Rouen n'est pas l'ancêtre des diaporamas infâmes des zoos humains et des reconstitutions indigènes telles que la France va les voir se multiplier à partir de la fin des années 1870 au jardin d'acclimatation de la capitale d'abord, avant que ces exhibitions se professionnalisent durant une cinquantaine d'années à Paris et en province, avec les expositions coloniales et universelles, les villages noirs ou sénégalais itinérants et les foires ethnologiques mettant en scène une altérité humaine racialisée, fondamentalement subalterne par essence et soumise au milieu des curiosités d'une faune et d'une flore exotiques. Le spectacle de 1550 n'est pas l'assignation d'une subordination aux uns et la célébration de la supériorité des autres. Il ne dramatise pas une prétendue hiérarchie des races. Il ne représente pas les seigneurs du monde d'un côté et ceux qui le peuplent seulement. Il n'excite pas la passion coloniale, considérant l'autochtone comme un enfant qu'il faut corriger et éduquer, voire comme un animal qu'il faut dompter et apprivoiser. Il ne fait pas de l'indigène un cannibale abominable. Il fait d'abord voir des sauvages imberbes et fait reconnaître dans ces Amérindiens des partenaires commerciaux indispensables et des alliés efficaces et précieux, et peut-être même davantage. La facilité, racontent les chroniqueurs, avec laquelle les marins normands reproduisent naïvement les gestes et paroles des Tupinambas, et comme s'ils fussent natifs du même pays, constitue l'indice d'une identité des uns et des autres à décliner de part et d'autre de l'Atlantique, moins depuis la définition d'une irréductible différence qu'à travers la porosité des situations et un continuum que n'interrompent ni l'altérité religieuse ni la frontière culturelle. Cette proximité est le fait d'abord des conditions matérielles de l'échange commercial. Les Normands, venant négocier le bois, doivent demeurer de longues semaines parmi leurs hôtes en attendant que ces derniers leur amènent les troncs recherchés, et même si les haches européennes accélèrent ce travail, le temps nécessaire à l'acheminement des arbres est propice à des familiarisations réciproques au sein des villages Tupis et par lesquelles s'explique, comme le propose Béatrice Perron-Moïses, que les scénettes interprétées par les marins normands jouant les Tupinambas soient également la représentation de leurs propres expériences en terre brésilienne. Une proximité qu'entretient et densifie la présence permanente de Normands parmi les Tupinambas, avec lesquels ils vivent et se mêlent et qui, apprenant la langue de leurs hôtes, favorisent l'alliance militaire et les échanges commerciaux. Cette association fructueuse et aux bénéfices réciproques trouve son origine dans un geste inaugural qui, tout en s'inscrivant dans le vocabulaire symbolique des premières rencontres entre les Européens et les habitants des terres neuves de l'Atlantique, établit la singularité d'un rapport moins fondé sur une prise de possession, qu'elle soit faite au nom d'un souverain ou du Dieu des chrétiens, que sur l'alliance, dans son sens étymologique, de deux peuples. Un certain capitaine Donfleur, Binot Pommier, dit Gonneville, aurait eu le malheur de rencontrer des vents contraires et son navire, parti pour les Indes en descendant le long de l'Afrique, aurait été drossé sur la côte brésilienne au début de janvier 1504. Échangeant avec les indigènes, le Normand aurait fait dresser le jour de Pâques une grande croix pour porter témoignage par cette merche que des chrétiens avaient débarqué sur cette terre.
Élevée avec l'aide des autochtones, elle aurait porté d'un côté les noms du pape, du roi de France, de l'amiral du royaume et ceux du capitaine, des bourgeois et compagnons d'Ampuis, le grand jusques aux plus petits. De l'autre, l'inscription suivante. Hic sacra Marius posuit Gonivilla binotus, grec socius pariter, neustraque progenies. Soit, ici, Pommier de Gonneville éleva ce monument sacré en associant intimement les peuplades et la lignée normande. Une alliance qui établit une relation fondée non pas sur la sujétion à un État ou sur la fidélité à une Église, que sur la foi civile d'une république maîtresse de ses limites et de ses logiques d'agrégation. Le nouveau monde des Français ne constitue pas à l'aube de la modernité une terre à soumettre et des peuples à dominer. Les droits du pape et du roi ne sont certes pas oubliés, mais à l'absolutisme de l'un et de l'autre est préférée l'intimité d'une alliance entre des peuples, une association à l'image de ce que pouvait être la polité du royaume de France avant le virage étatique du siècle suivant. Soit un empire de nations au sein d'une république française, comme en témoigne l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, dans laquelle il fait moins lire l'impérialisme du français, substitué au latin dans les actes des chancelleries du royaume, qu'un usage impérial de la langue du roi. Pour conclure, il faut revenir sur l'exactitude incomplète de la reconstitution normande des Tupinambas. Le spectacle de la guerre et de la victoire des alliés français demeure inachevé et une ellipse traverse le tableau de leur vaillance militaire pour détourner énergiquement le regard des rives de la forêt brésilienne et fixer l'attention sur la nomachie jouée sur la Seine. Ce déplacement emporte avec lui la visibilité du sacrifice rituel des vaincus et leur dévoration anthropophagique qui ne sont donc pas montrés. Les Tupinambas sont des cannibales. Le fait est connu et les narrations ne le cachent pas. Mais les mangeurs d'hommes ne sont pas regardés en train de découper leurs victimes et de boucaner leur chair. Ce déplacement et cette incomplétude aménagent fondamentalement une identité buissonnière des Indiens, une identité qui ne serait pas fixée dans une essence immuable et singulière. C'est de cette liberté d'être que se rappellera peut-être en 1580 Montaigne qui, spectateur d'une autre entrée et d'une autre rencontre avec des Brésiliens, celle de Charles IX à Bordeaux en 1565, osera voir dans ses contemporains des barbares pires que les sauvages des Indes occidentales et leurs conquérants, des hommes plus affreux encore que leurs victimes cannibales. Yann Lignereux.